Bonjour à tous sur Radio Sensation. Aujourd'hui dans le MAG, nous allons nous intéresser au viol comme arme de guerre avec Marie Auchard. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes membre d'Amnesty International à Rouen, une ONG mobilisée, on le rappelle, depuis 60 ans maintenant pour défendre les droits humains. Alors d'abord, peut-être vous pouvez expliquer la différence entre un viol et un viol comme arme de guerre. D'accord. Je vais commencer par, pour vous contredire, parler des points communs, parce que ça me semble important. Le fait que ces viols soient reconnus comme crimes, que ce soit les viols individuels ou les viols de masse en temps de guerre, déjà c'est une reconnaissance en tant que crime qui est récente, puisque c'est 1980 pour la France, et 2008, on en parlera tout à l'heure, comme crime de guerre. La difficulté à être entendu pour les victimes, à faire aboutir les plaintes, c'est un autre point commun, et l'impunité qui sévit par rapport à ces deux viols, ces deux types de viols. Ça concerne surtout les femmes, et puis il y a très peu de recensement de ces exactions. Les différences, elles sont importantes. Un viol en temps de guerre, on parle aussi de viol de guerre ou d'une méthode de guerre, ça englobe déjà beaucoup de choses, enfin plusieurs agressions, types d'agressions. Donc les agressions sexuelles en général, la prostitution forcée, l'esclavage sexuel, les grossesses forcées. Tout ça est inclus dans ce qu'on appelle maintenant les crimes, enfin les viols en temps de guerre. Donc, quand toutes ces exactions sont commises dans un contexte de guerre ou de conflit, et lorsqu'on peut prouver que c'est planifié par les autorités militaires et utilisé de manière stratégique par une des parties au conflit. La deuxième différence, c'est que les logiques qui sont à l'œuvre dans ces viols de masse, on pourrait dire viols utilisés comme arme de guerre, c'est que effectivement, c'est pas seulement une question de domination patriarcale comme dans le viol individuel, on pourrait dire, mais que on cherche à atteindre à travers les femmes qui sont agressées sexuellement en temps de guerre, on cherche à atteindre toute une communauté, hein, un groupe de gens, et à l'atteindre durablement. L'autre différence, c'est que ces viols, on le disait, sont organisés, ou ces agressions sexuelles sont organisées par les autorités militaires, souvent, ou couvertes par la hiérarchie militaire. Je voudrais donner comme exemple les 200 000 femmes chinoises, coréennes et indonésiennes qui ont été enlevées pendant la dernière guerre mondiale, qui ont été enlevées pour être mises à la disposition de l'armée japonaise, comme effectivement pour répondre aux appétits sexuels des militaires japonais. Donc vous imaginez 200 000 femmes, il faut toute une infrastructure, toute une logistique que seule une armée peut mettre en place pour les déporter et les emmener auprès de l'armée japonaise. Donc ça suppose aussi toute une organisation, et c'est couvert bien souvent par l'état-major, bien sûr. Et puis une autre différence, c'est sur le plan pénal, puisque depuis 2008, on va en reparler, la qualification, c'est celle de crime de guerre, crime contre l'humanité, et c'est aussi constitutif de génocide. C'est reconnu comme tel par les instances internationales. Dernière différence, bien sûr, les tribunaux qui jugent. Un viol individuel est jugé aux assises, en France par exemple. Bon, c'est pas le cas dans tous les pays, mais en France, ça passe aux assises, c'est un crime normalement. Au niveau des crimes, du viol comme crime de guerre, c'est ce qu'on appelle le tribunal pénal international. Il y en a eu 2 qui se sont tenus, on va en parler, et puis la Cour pénale internationale qui siège à La Haye depuis 2002. Est-ce que cette pratique du viol comme arme de guerre, elle a toujours existé ? Pour ce qu'on peut en dire au niveau de des éléments historiques, disons, si on prend depuis la Deuxième Guerre mondiale, effectivement, pendant la Deuxième Guerre, je parlais des 200 000 femmes coréennes, etc., pour l'armée japonaise. Il y a eu des viols de masse commis par les Allemands. Il y a eu aussi des viols commis par les Alliés, l'armée japonaise, en Italie, en Allemagne, au Japon. Il y a eu aussi, bien sûr, à la Libération, les viols punitifs à l'égard des femmes, etc. On connaît un petit peu cette histoire. Pendant la guerre d'Indochine, dans les années 50, au Cambodge, entre 1975 et 1979, dans le génocide commis par les Khmers rouges. Au Rwanda, on en parle en ce moment, donc en 1994, on commence à avoir des témoignages, il y en a eu très, très rapidement après le génocide au Rwanda, et on en parle en ce moment. Pendant la guerre en ex-Yougoslavie, dans les années 80, entre 91 et 2001, de 98 à 2002 en République démocratique du Congo, et là Amnesty a dénombré 40 000 viols. Donc ça correspond à l'action du docteur Denis Mukwege dont on va parler. En Libye en 2011, au Mali en 2012, les femmes yézidis en 2014, en Irak et en Syrie, etc. En Syrie, dans la guerre qui a lieu actuellement aussi, beaucoup de viols commencent à être dénoncés et à apparaître. Voilà, donc
Une litanie effectivement importante depuis 80 ans, on peut dire. Quelles sont les raisons qui poussent les états-majors à encourager, à ordonner ce genre de pratique ? Alors on le disait tout à l'heure, il s'agit au-delà de détruire la personne, c'est toute la communauté à laquelle appartient cette personne qui est visée. Parce que le viol laisse des stigmates bien au-delà du conflit. Par exemple, en Libye, à la fin de ce qui s'est appelé la révolution, entre guillemets, de Kadhafi, il y a eu de nombreuses victimes persécutées. Quand elles reviennent dans leur village ou quand on sait dans leur communauté qu'elles ont été violées, ces femmes, elles n'ont plus d'existence. C'est pire qu'être tuée. Ça produit une honte si la famille l'apprend, la communauté l'apprend, c'est la honte sur toute la communauté. Donc ça entraîne une espèce d'omerta que la victime ou les victimes sont obligées d'endurer. C'est terrible, quoi. Ça conduit au suicide, par exemple. Donc si on découvre que ces femmes ont été violées, souvent elles n'ont comme issue que d'être... Soit elles sont assassinées, soit ça va vers le suicide. Une autre conséquence, c'est bien sûr les grossesses imposées. Donc il y a des situations, par exemple, en ex-Yougoslavie, où des femmes sont raptées, violées plusieurs fois jusqu'à ce qu'elles tombent enceintes, et on les empêche de s'évader pour, par exemple, aller pratiquer un avortement. C'est complètement... Il faut absolument qu'elles soient enceintes et qu'elles accouchent. Donc des grossesses imposées, c'est absolument terrifiant d'y penser. Et c'est aussi une manœuvre, par exemple, au Congo, en République démocratique du Congo. Donc c'est une façon de s'implanter pour un groupe, d'imposer donc des naissances, enfin un métissage, disons, entre la population locale et le groupe d'occupation à travers ces naissances imposées. Donc c'est une méthode aussi pour dire de nettoyage ethnique. Effectivement. C'est en juin 2008 que le Conseil de sécurité des Nations Unies a reconnu les violences sexuelles, en particulier le viol, comme arme de guerre et crime contre l'humanité lors d'une résolution. Qu'est-ce que ça a changé ? Alors, si on peut revenir un petit peu en arrière, donc cette décision de 2008, elle a été précédée par une histoire. En 1993, par exemple, au Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, on a découvert avec horreur les camps de viol de Foča. On en a entendu parler, où les femmes musulmanes étaient réduites en esclavage par des militaires serbes qui utilisaient le viol et les grossesses comme arme de purification ethnique. On en a beaucoup parlé à ce moment-là. Il y a un autre procès qui a été un tournant en 97, donc au tribunal pénal international pour le Rwanda. Donc il y a eu un accusé, un bourgmestre d'un village qui s'appelle Taba, qui n'avait aucun chef d'accusation par rapport à des crimes sexuels. Il comparaissait au TPI pour génocide, on veut dire. Et puis dans les gens qui sont venus témoigner, il y a un père qui a raconté que sa fille de 6 ans avait été violée. Ça a tout à fait ému la juge qui donc tenait ce tribunal pénal international au Rwanda. Elle a suspendu les audiences, elle a envoyé une équipe enquêter dans le village, et quand les audiences ont repris, 5 femmes sont venues raconter ce qu'elles avaient vécu, elles et des centaines d'autres. Le bourgmestre a été condamné 1 an plus tard, et c'était la première fois dans le monde qu'un tribunal international établissait que le viol peut être un instrument de génocide. Donc ces deux dates, 93, ces 2 procès ont marqué, ont été historiques, et pour qu'on aboutisse plusieurs années après, donc en 2008 comme vous le disiez, à la décision de l'ONU de qualifier ces crimes, ces viols, etc., de crimes contre l'humanité, constitutifs de génocide, etc. Donc ça a été un tournant. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout va bien, évidemment, il faut que ça soit suivi par des actes. Et 10 ans après, donc, il y a eu le prix Nobel de la paix qui a été décerné à Denis Mukwege, voilà, pour son engagement pour aider les femmes notamment. Il nous reste 1 minute. Est-ce que ça a également participé à changer les mentalités? Bien sûr, et les choses sur le sujet? Ce docteur formidable qu'on appelle l'homme qui répare les femmes, il y a eu un film qui a été fait et des livres écrits avec lui-même. Donc c'est un gynécologue congolais qui a ouvert une clinique à Bangui et qui répare les femmes concrètement, puisqu'il est gynécologue et spécialiste des mutilations, etc. Et donc l'attribution de ce prix Nobel conjointement avec une jeune femme yézidi, donc Nadia Mourad, qui elle avait été enlevée, séquestrée par l'État islamique, avec d'autres femmes, plus de 6000 femmes. Ces 2 prix Nobel ont créé une petite équipe, on pourrait dire, de 2 personnes qui sont très très militantes pour faire évoluer, bouger, que les juridictions se mettent en place, etc. Sur cette question. Donc les choses avancent tout doucement, mais ça avance. Merci beaucoup Marie Hochard d'avoir été avec nous sur Radio Sensation. Je rappelle que vous êtes membre d'Amnesty International à Rouen.
Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio ou en podcast vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.